Bienvenue dans le débat. Les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord, un deal sur les ressources naturelles. L'objectif, c'est de créer un fonds d'investissement commun destiné à reconstruire le pays. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent qualifie d'historique ce deal après des semaines de négociations tendues. Volodymyr Zelensky salue un accord qu'il dit équitable. L'accord qui a été conclu alors que des frappes russes s'intensifient en Ukraine. À peine le deal signé, un drone a été lancé sur une zone résidentielle à Odessa, tuant 2 personnes et en blessant 15 autres. Alors quel est ce deal entre Américains et Ukrainiens? Que contient cet accord? Est-il favorable ou pas à l'Ukraine? Comment réagit Moscou qui met désormais en avant sa collaboration avec la Corée du Nord? Quel impact sur un éventuel cessez-le-feu? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir. Grand reporter France 24, auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, et c'est aux éditions Autrement. En face de vous, Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancienne ambassadrice de France en Russie. Bienvenue dans le débat. Guillaume Ancel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur du blog Ne pas subir et auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Mariana Perebenissiuk est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes journaliste ukrainienne. Bienvenue à vous également. Et nous retrouvons au début de ce débat notre correspondante Emmanuelle Chaz. Mais avant cela, on va revenir en images sur ce que contient ce deal, cet accord. Il y a peu de détails, mais il y a tout de même certains points. On regarde. Une signature après un long bras de fer. La ministre ukrainienne de l'économie et son homologue américain souriant, accord en main. Photos officielles pour un vaste partenariat entre Kiev et Washington. L'accord permettra de financer des projets communs d'extraction de minerais, mais aussi de pétrole et de gaz. Satisfaction de Donald Trump, cela permet aux États-Unis d'obtenir des compensations après l'aide accordée à l'Ukraine. Il le dit hier par téléphone pendant cette émission. Ils ont des minerais rares, des choses que beaucoup d'autres n'ont pas. Ce sont de grandes richesses. Et on a signé un deal où, en théorie, on récupérera plus que les 350 milliards de dollars déjà donnés. Kiev conserve l'entière propriété et le contrôle de ses ressources. Satisfaction, mais aussi prudence des Ukrainiens. C'est positif, parce qu'on n'a pas les technologies et les investissements suffisants pour exploiter ces ressources. Donc c'est bien que les Américains nous aident. On a chacun à gagner. Les Russes ne bombarderont pas les zones où seront les Américains, mais ils frapperont ailleurs. Une précédente mouture de ce texte aurait dû être signée le 28 février dernier, mais il y eut l'altercation inédite entre les présidents Trump et Zelensky. Après des semaines d'âpres négociations, les deux hommes se revoient à Rome. Photos d'apaisement, elles indiquaient déjà la perspective d'un accord. Direction Kiev, on retrouve notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, Volodymyr Zelensky vient de s'exprimer. Il parle d'un deal, d'un accord équitable. Oui, tout à fait. Un accord équitable et surtout un accord que le président ukrainien dit être le premier résultat de cette rencontre avec Donald Trump au Vatican. Il dit que c'est le premier résultat, donc on en attend d'autres côté ukrainien et que de chemin parcouru entre Washington et le gouvernement ukrainien, puisque, on l'a évoqué dans ce reportage, les relations étaient plus que tendues depuis février et cette rencontre du bureau ovale. Donc un gouvernement ukrainien plutôt soulagé d'avoir réussi à signer cet accord qui est bien plus favorable à l'Ukraine qu'il ne l'était en février. Effectivement, l'Ukraine conserve plutôt le contrôle sur ses ressources naturelles, sur ses terres rares. Il y a quand même des interrogations, et d'ailleurs le gouvernement a tenté de rassurer la population ukrainienne, donc notamment sur conserver ses ressources naturelles, mais des interrogations sur ce
que l'Ukraine va y gagner parce que dans cet accord tel qu'il est, il n'est pas encore ratifié par le Parlement ukrainien, donc il y a encore du chemin à faire. Dans cet accord, il n'y a pas de mention de garantie de sécurité concrète, même si la ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, qui l'a signé aujourd'hui à Washington, a parlé par exemple de contributions américaines de l'ordre de systèmes de défense antiaérienne dans le futur. Il y a beaucoup d'interrogations sur comment ces garanties de sécurité, sous quelle forme vont-elles être présentées, puisqu'elles ne sont pas présentes dans cet accord. Merci Emmanuel Chaz, donc en direct de Kiev. Mariana Perebenissius, c'est un succès pour vous cet accord ? Alors, je pense que c'est indéniablement un succès pour la diplomatie ukrainienne, en tout état de cause, que cela concerne l'apaisement de relations avec l'administration de Donald Trump, mais également pour d'autres raisons, parce qu'il faut comprendre que déjà la manière dont l'accord est cadré, comme l'accord de reconstruction, en fait, c'est quelque chose que la présidence ukrainienne cherchait à instaurer depuis, à lancer des processus depuis peut-être 2 ans déjà. Et c'est un processus très difficile, justement, à cause des absences de garanties de sécurité. Il reste une question là-dessus. Hein. Oui, et très, très curieusement, tout à fait paradoxalement, quasiment tous les pays, quasiment toutes les grandes entreprises évitaient de signer quoi que ce soit avec l'Ukraine, précisément parce qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu en vue et parce qu'il n'y avait pas de garantie de sécurité. Et les États-Unis ont préféré faire un accord cadre pour la reconstruction, mais sans les garanties de sécurité. Mais c'est-à-dire en même temps qu'ils ne s'inquiètent pas pour la sécurité. Donc, ce qui est un frein pour d'autres pays. Oui, votre analyse, Sylvie Bermann, finalement, en quoi c'est un succès pour les Américains ? Parce que c'est comme ça que l'a présenté Scott Bessent et Trump à l'instant, qui demande d'ailleurs aux Ukrainiens de le ratifier. Quel est leur calcul ? C'est un succès pour les Américains parce que depuis que Volodymyr Zelensky était allé à Washington en septembre dernier pour présenter son plan de victoire, figurait effectivement cet accord sur les minerais et les métaux rares. Et Donald Trump s'en est emparé en se disant « c'est très bien pour nous, ça va permettre de rembourser l'aide », qu'il a chiffrée d'ailleurs de manière excessive. 350 milliards absolument, de dollars. En la triplant. Et en disant finalement on va tout récupérer. Donc il y avait un premier accord qui était évidemment totalement inique et qui était inacceptable. Aujourd'hui, c'est un accord plus équitable négocié entre des experts, c'est-à-dire le secrétaire américain au Trésor et la ministre de l'économie ukrainienne. Ça lui permet donc, au moment où on conclut ces 100 jours, de dire qu'il a un résultat. Maintenant, on verra ce qu'il en sera demain ou après-demain, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent dans cet accord. Et d'autre part, les terres rares, aujourd'hui, eh bien, elles sont raffinées à 90% en Chine de toute façon. Et elles ne sont pas encore totalement identifiées. Mais encore une fois, c'est quelque chose de positif aujourd'hui et qui améliore les relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Et Navolochine, qu'en dit Moscou ? Alors là, c'est le vice-président du Conseil de sécurité russe, ancien président de la Fédération de Russie et l'un des héros de porte-parole de l'invasion de l'Ukraine, Dmitri Medvedev, qui, je pense, pose le plus clairement la position de Moscou. Donald Trump a achevé les Ukrainiens en forçant un pays en voie de disparition à vendre ses ressources naturelles pour obtenir une aide militaire. Ouais, ce qu'on dit, ne sont pas la Russie. Que des éléments de langage. Il faut bien voir que depuis que cet accord est sur la table, Moscou se gargarise du fait que ceci fasse son agenda. Si l'on pose les choses du point de vue qu'aujourd'hui, c'est un allié de la Russie, parce que c'est comme ça que non seulement la Russie le présente, mais comme Donald Trump s'est quasiment positionné lui-même en mettant dos à dos la Russie et l'Ukraine comme responsable de cette guerre. D'ailleurs, plutôt l'administration de Joe Biden, qui selon lui aurait dû empêcher Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, en rendant quasiment Zelensky responsable de ce conflit. C'est comme ça que Donald Trump s'est positionné. Il l'a dit le 28 février à la Maison-Blanche, « Je ne veux pas parler de sécurité, je veux juste faire du business ». Il l'a répété à 3 reprises à Volodymyr Zelensky, qui finalement a dû quitter le bureau. Donc, si l'on pose les choses comme cela, évidemment, c'est une avancée pour la diplomatie ukrainienne, mais en tout cas, vu de Moscou, on se frotte les mains parce que finalement, c'est quasiment un allié qui accède aujourd'hui à l'exploitation des ressources du pays.
Guillaume Ancel, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la localisation de ces sites potentiels de minerais rares en Ukraine, on ne les connaît pas vraiment. Il me semble-t-il, on utilise des estimations qui datent de l'ère soviétique pour dire qu'il y a effectivement un certain nombre de minerais. On n'en sait pas vraiment plus sur justement la présence de minerais extraordinaires en Ukraine. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer l'aspect business de cet accord qui est complètement bidon. Pour deux raisons. Vous dites bidon, carrément. Oui, pour moi, il est bidon dans la mesure où les Ukrainiens ne savent absolument pas ce qu'on va réellement exploiter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se réservent le droit de décider sur quel site et comment on va faire. Et puis, d'autre part, les entreprises américaines n'ont jamais dit qu'elles allaient venir pour autant. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas le cessez-le-feu, elles ne viendront pas. Et il faut se rappeler que Trump négocie la même chose avec la Russie de Poutine, c'est-à-dire la possibilité d'exploiter des minerais rares de l'autre côté. En fait, ce qui est important dans cet accord, c'est la forme. C'est vraiment un accord au sens primaire qui donne de la satisfaction aux uns et aux autres. Et la satisfaction, elle est très simple. Pour Donald Trump, ça lui permet de dire, vous avez vu, j'ai imposé ma volonté aux Ukrainiens qui se sont quand même fait prier pour accepter, on le voyait très bien dans le sujet, et vous avez entendu, la première chose qu'a dit Donald Trump, c'est qu'il est satisfait. En fait, il est content. Tout le reste est complètement ridicule. Sylvie l'a rappelé, c'est 350 milliards, il n'y a aucun chiffre dans le contrat qui a été signé. On sait simplement que les Américains peuvent imaginer qu'ils vont pouvoir faire du business quand la paix aura été rétablie en Ukraine. Et par ailleurs, c'est une satisfaction aussi pour les Ukrainiens et en particulier pour Zelensky, parce que qu'est-ce qui montre au monde entier? C'est qu'ils sont coordonnés avec les États-Unis. Alors que jusqu'ici, l'absence de signature de l'accord signifiait un désaccord entre les États-Unis de Donald Trump et l'Ukraine. Et donc, c'était très inquiétant pour la poursuite des discussions. Là, on a l'impression que ça y est, ils sont alignés et que par conséquent, on va pouvoir aller de l'avant à un moment crucial dans les négociations sur un cessez-le-feu. Je voulais juste rajouter... c'est vrai qu'il ne faut pas percevoir cet accord-ci avec ce qui s'est passé il y a 2 mois. Par ailleurs, cet accord... C'était la proposition du président Zelensky précisément parce que ça s'inscrivait dans cette logique que j'ai exposée. Et ça fait plusieurs années déjà que l'Ukraine cherche à se projeter dans la reconstruction. Et ensuite, les États-Unis ont voulu imposer les choses à l'Ukraine, ce à quoi les Ukrainiens ont su résister. Et ce qui a été signé aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça montre une sorte d'avancement, mais vraiment sans aucune perte pour l'Ukraine. Et c'est là mais qu'est-ce qu'elle gagne véritablement, l'Ukraine, à partir du moment où il n'y a pas de définition de sécurité, de mesures de garantie de sécurité? Qu'est-ce qu'elle gagne finalement, à part le fait qu'on n'est plus dans un conflit ouvert entre Zelensky et Trump? Par exemple, c'est la prospection de ces minerais aux frais de quelqu'un d'autre. Par exemple, ce qu'elle peut gagner également, c'est le premier geste, le premier pays qui veut s'investir massivement pour la reconstruction, parce que c'est comme ça que l'accord est cadré, sans les garanties de sécurité, alors que les autres pays ne le voulaient pas. Et je voulais mais s'il n'y a pas de garantie de sécurité, comment faire en fait? C'est ça la question. Mais d'où l'importance de faire progresser ce sujet, parce que c'est un peu comme les armes. On commence, on avance, on fait un peu plus, le premier vient, le deuxième. Et je voudrais juste revenir sur ce que venait de dire Sylvie Berman, sur le fait que là, cet accord, il est véritablement équilibré, bien écrit, qu'on n'y voit pas des choses compromettantes ni pour l'Ukraine, pas trop d'engagement, mais en même temps, ça satisfait tout le monde. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, en réalité, il faut comprendre que les Ukrainiens, et tout particulièrement le ministère des Finances, sont des très bons négociateurs. Ça fait 10 ans qu'ils sont en négociation permanente avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau des négociations absolument techniques et politiques de la bureaucratie européenne. Ils sont à la fois bons politiquement, ils sont bons pour tenir leur position, mais ils sont extrêmement techniques également. Madame l'ambassadrice, parce qu'il y a là un accord technique tout de même qui serait sous-jacent, même si effectivement sur l'évaluation de ces ressources, on a très peu de détails et c'est toujours pareil, le diable est dans les détails. Non, tout à fait, mais ce qui est important effectivement, c'est qu'au niveau des chefs d'État, on ne discute jamais un texte dans les détails. Donc c'était en fait un peu une aberration d'espérer que ça aurait été signé à la Maison-Blanche le 28 février. Donc là, effectivement, c'est les experts, mais ça reste un accord cadre de manière générale.
Et c'est vrai qu'on disait il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de garantie de sécurité qui sont négociées. Parce que c'est ce que dit la vice-ministre ukrainienne. Elle voudrait cela. Voilà. Pour le moment, les Américains ne sont pas prêts du tout. Ce qui laisse entendre, c'est que la présence même d'entreprises américaines, en fait, garantira la sécurité. D'autre part, si on regarde ce qui s'est passé en Irak, où les Américains ont contribué à la reconstruction, il y avait des milices privées américaines qui étaient présentes sur le terrain. Encore une fois, c'est un accord pour demain ou pour après-demain. C'est pour après un accord de paix. Et encore une fois, les terres rares, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut à identifier, à exploiter. Et aucun pays, en dehors de la Chine, sauf à 2%, ne sait les transformer et les raffiner. C'est la situation actuelle. On va écouter. C'est pour ça que c'est intéressant pour l'Ukraine, si jamais ça peut arriver, parce que les deux pays principaux qui savent les transformer, c'est la Chine et les États-Unis. Donc si un jour l'Ukraine veut les exploiter, elle aura besoin de cette expertise, soit chinoise, soit américaine. Vaut mieux que ça soit américain. On va écouter Volodymyr Zelensky. L'accord a subi des changements significatifs au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissement substantielles en Ukraine. En outre, il permettra une modernisation majeure des industries ukrainiennes et surtout une amélioration des pratiques juridiques dans notre pays. Cet accord ne crée pas de dette, il établit un fonds de redressement qui investira en Ukraine et générera des profits ici. Elena, ce qu'il signifie finalement, c'est qu'au départ, il était question, c'est ce que disait Trump, d'un accord de remboursement d'une dette donc contractée par l'Ukraine parce qu'il y avait cette aide militaire américaine. Et là, il n'est plus question de dette. Donc là-dessus, bien sûr, ils y gagnent tout de même, les Ukrainiens. Il y a une avancée, mais encore une fois, cet accord économique, c'est vraiment l'agenda de Donald Trump. Il y a des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, il y a une banque pour la reconstruction de l'Ukraine, il y a des entreprises qui investissent déjà dans la reconstruction de l'Ukraine. Ce dont parlaient Zelensky et les Européens en matière de plan de paix, c'est d'abord le cessez-le-feu, ensuite le retour des enfants ukrainiens déportés, la libération de tous les prisonniers civils, et je ne parle même pas du fait de ne pas reconnaître de facto comme de jure les régions ukrainiennes envahies, que sont le Donbass, plus 2 régions au sud et à l'est, plus la Crimée. Or, Donald Trump promet de reconnaître de jure la Crimée comme étant russe, les territoires que la Russie possède déjà comme étant de facto russes. Enfin, encore une fois, pas de garantie de sécurité. L'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN. Pas de garantie de sécurité en dehors de la présence même des Américains. Et en plus, Régis Janté l'a très bien démontré dans son livre, Donald Trump n'est pas quelqu'un qui fait du business équitable. C'est quelqu'un qui a bâti son empire sur un système mafieux. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes tous dans la volonté et vraiment en train de vouloir voir dans l'agenda de Donald Trump quelque chose qui serait bénéfique pour l'Ukraine, parce que finalement, on en est là aujourd'hui de ce conflit. Alors moi, je pense que le point positif, parce qu'il en faut aussi dans mon discours et que je le pense réellement, diplomatiquement, cet accord est une arme pour Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, depuis que Donald Trump est annoncé comme favori pour la victoire de l'élection présidentielle aux États-Unis, Volodymyr Zelensky et son équipe, qui sont effectivement de très bons diplomates et de très bons communicants, sont là à vouloir mettre Donald Trump et sa future administration est présente maintenant dans leur camp. Et cet accord, comme vous le disiez, qui ne porte aucune position concrète sur comment réellement vont se dérouler ces exploitations, eh bien, il est là seulement parce que Volodymyr Zelensky sait que Donald Trump voit ce conflit comme à travers la vitre d'un aquarium, que lorsque les Ukrainiens lui disent une chose, il les écoute, lorsque les Russes viennent immédiatement lui dire l'inverse, il les écoute aussi, et qu'en réalité, il n'a aucune compréhension réelle de ce conflit. Donc, plus Donald Trump a l'oreille des Ukrainiens et cet accord le favorise, eh bien, plus ce sera bénéfique pour les Ukrainiens. Guillaume Ancel, est-ce que ce n'était pas plus facile finalement aussi, ça va dans le sens de ce que vient de dire Elena, pour Zelensky de signer un accord, justement un deal économique avec des détails qu'on connaît peu, plutôt que justement un accord sur le territoire, parce que c'est ça en fait que proposent les Américains pour l'instant aussi, hein, c'est-à-dire une partition de l'Ukraine avec tous les oblasts de l'Est plus la Crimée qui irait vers la Russie. Donc finalement, cet accord, je dirais, c'est un moindre mal pour Zelensky, puisque de toute façon, il ne signera pas l'autre. Oui, mais d'abord, Zelensky montre qu'il est capable de trouver le soutien de Donald Trump.
Alors que s'il l'avait pas trouvé là, il risquait pas de le trouver dans un accord de cessez-le-feu. Donc il montre qu'il a été capable de franchir une étape importante dans une négociation qui était d'autant plus mal embouchée que Donald Trump voulait montrer que cette guerre, en fait, avait été provoquée par son prédécesseur et par Zelensky. Donc le fait que Zelensky arrive à s'accorder avec Trump, ça veut dire que déjà, ça y est, ils discutent ensemble. C'est l'image, vous savez, fameuse des 2 fauteuils rouges au Vatican. Au Vatican, pendant les funérailles du pape, on voit que, ça y est, ils arrivent à se causer. C'est très important. La deuxième chose, c'est que Zelensky a suivi les conseils des Européens. Vous avez remarqué que les Européens ne font aucun commentaire. Alors qu'ils avaient largement critiqué la première mouture que proposait Donald Trump en disant « Mais attendez, c'est digne d'un contrat mafieux d'extorsion de fonds. Je vous ai protégé, donc vous allez me payer. » Non, c'était inacceptable. Et là, les Européens ne disent rien parce qu'en fait, c'est eux qui ont conseillé à Zelensky de trouver à tout prix un accord, de montrer qu'en fait, on était capable d'y arriver, même s'il fallait flatter Donald Trump et lui montrer que de toute façon, il avait raison, ce qui est crucial dans la politique de Donald Trump. Et puis la dernière chose, c'est que dans ce contrat, qui est un contrat de business, c'est pas un lieu pour avoir des garanties de sécurité. Dans un contrat de business, on ne dit pas on va mettre fin à la guerre. Je suis désolé, c'est une autre négociation. Et donc, mais elle l'espère, la vice-ministre. Non, mais Zelensky a bien fait d'accepter que dans ce contrat, qu'on ne s'arrête pas au fait qu'il n'y ait pas de contrat de garantie de sécurité, parce que ça aurait été présagé de ce qu'on allait faire dans les négociations actuelles sur le cessez-le-feu. Et donc, en fait, ça allait être un serpent qui se mordait la queue en permanence, on n'aurait jamais pu en sortir. Et ça, Trump ne l'aurait pas pardonné à Zelensky. Mais on va écouter Stephen Miller, qui est un très proche de Donald Trump, au sein de son équipe à la Maison-Blanche. L'objectif est de rembourser les États-Unis. C'est le point essentiel. Pour les centaines de milliards de dollars que nos contribuables ont dépensés pour subventionner la guerre en Ukraine. Il s'agit donc d'un remboursement aux États-Unis. Et c'est l'un des points les plus importants à comprendre. Voilà comment il le présente, Sylvie Bermann. Non, mais il reparle de ce remboursement. Lui, c'est l'un des plus Trumpistes, il faut le dire, de l'entourage de Trump. Subventionner la guerre en Ukraine. Non, tout à fait, mais bon, c'est chacun son narratif. Donald Trump a besoin aujourd'hui d'une victoire. Il a fait une fixation sur cet accord à partir du moment où Volodymyr Zelensky l'avait proposé. C'est un point de blocage, donc il fallait lever ce point de blocage parce qu'il en voulait à Zelensky de ne pas avoir signé au mois de février. Donc il a toujours son même narratif sur l'argent, le remboursement et tout. Donc c'est normal que les autres ministres et l'équipe Trump tiennent ce discours-là. Oui, je suis parfaitement d'accord. Par ailleurs, ce discours, il est à destination des électeurs de Donald Trump, à qui Donald Trump a raconté l'histoire que Joe Biden était complètement pas intelligent, qu'il a donné beaucoup d'argent à l'Ukraine et qu'il faut les rembourser et que lui, il viendra. En fait, même ça, c'est positif, si vous voulez, parce que ça permet à Donald Trump, s'il le souhaitera, rien ne dit que ça sera comme ça, mais s'il le souhaitera, n'est pas faire le deal avec la Russie, de ne pas progresser de ce côté-là. Ça lui permettra de continuer à soutenir d'une manière ou d'une autre l'Ukraine en disant, mais en faisant en gros la même chose que l'administration de Biden, mais en disant, mais maintenant, c'est que nous sommes payés. Alors même que pour l'instant, il ne s'agit de rien. Oui. Et là où je voudrais aller dans le sens... du vent, pardonnez-moi. Exactement. Et là où je voudrais aller aussi dans le sens de Guillaume, là, pareil, c'est vraiment une sorte de win, parce que non seulement on est maintenant en dialogue, mais en plus, c'est un dialogue qui peut durer longtemps. Oui. Déjà, cette première mouture, la première partie ne peut être ratifiée au plus tôt que deuxième partie du mois de mai pour le calendrier parlementaire. Ensuite, si c'est pas ratifié, effectivement. Ensuite, si c'est pas ratifié, on peut toujours se défausser sur une telle ou telle fraction au Parlement. Donc, on peut relancer d'autres, on peut faire passer d'autres demandes de la part de partis politiques. En fait, ça ouvre beaucoup de possibilités. En fait, une fois que la discussion est engagée, cela ouvre beaucoup de possibilités sans que ça soit définitif tout de suite. Voilà. Alors, réponse de Moscou sur le terrain. On a vu qu'il y a eu ces drones lancés sur une zone résidentielle à Odessa qui a tué 2 personnes, qui en a blessé 5 autres. Ça, c'était littéralement quelques heures après l'annonce de la signature de cet accord. Elena Voloshin, est-ce que ça met un peu la pression sur la Russie ou pas du tout, cet accord ? Vous dites non, il voit ça...
ils rigolent, ils se frottent les mains. Enfin, Mais en fait, il n'y a aucun élément de pression pour Moscou dans cet accord, encore une fois. Enfin, pour le coup, rien du tout. En fait, c'est comme si, avec cet accord, la Russie, finalement, ne bombardait pas l'Ukraine. Et il n'y a aucune exigence vis-à-vis de Moscou. Mais encore une fois, on ne parle pas seulement de cet accord. Comme vous le disiez, ce n'est pas un accord politique. Mais moi, je parle du discours de Donald Trump et de sa position vis-à-vis de Moscou qui l'accompagne. C'est pour cela que, évidemment, l'Ukraine n'a rien à perdre dans cet accord. Et ça lui ouvre des voies pour continuer de négocier, voire pour se rétracter parce qu'il s'agit d'un accord cadre. Mais moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que le sort de l'Ukraine continue de dépendre de quelqu'un en qui je retrouve tous les signes de l'autoritarisme que j'ai pu observer en étant correspondante de Russie pendant la décennie entre 2012 et 2022, à savoir le déni total des institutions, de la justice, des médias, la stigmatisation des migrants, des personnes LGBTQIA+, etc., etc., et une définition de la réalité qui est d'inverser totalement les rôles, de réécrire l'histoire et d'être dans le déni tout simplement de ce conflit moderne. Donc, évidemment, partons de là, l'accord, il est là, mais avec qui le signe-t-on et de qui aujourd'hui dépend malheureusement la condition de l'Ukraine qui, vous le rappelez très bien, est bombardée au quotidien. C'est 170 drones qui ont été lancés la nuit dernière, mais c'est seulement l'attaque de cette nuit. Il y a des dizaines de morts civiles toutes les semaines dans les frappes longue portée de la Russie contre l'Ukraine. Mais est-ce que ça peut avoir un impact même sur l'accord avec les Russes? Parce qu'au final, une partie de ces minerais et ces terres rares sont dans des zones qui sont occupée par la Russie aujourd'hui. Donc, est-ce que ça donne une marge de manœuvre plus grande sur des Américains de Trump sur la Russie pour leur dire, écoutez, les terres rares sont en fait sur les territoires occupés? Non, je pense pas. Dans les territoires occupés? Non, mais je pense pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'accord de paix. En fait, c'était une pierre à retirer parce que ça pesait sur la relation entre Trump et Zelensky. Et c'est tout. Maintenant, et c'est tout. Maintenant, je veux dire, la réalité, c'est que Trump a été élu, qu'il a la quasi-totalité du pouvoir et que c'est lui qui est en mesure d'influencer le règlement du conflit, que cela plaise ou non, que ce soit ou pas, mais peut-être quand même. Donc voilà, il faut simplement se fonder sur la réalité. Et moi, je voulais juste rajouter que je ne suis pas d'accord avec la formulation que le sort des Ukrainiens ou de l'Ukraine dépend de Donald Trump, parce que le sort des Ukrainiens dépend des Ukrainiens et du président ukrainien. Par ailleurs, quand Donald Trump des armes, justement, Mariana. Oui, non, mais quand Donald Trump faisait la pression sur l'Ukraine, une pression absolument incroyable sur le président ukrainien, sur l'Ukraine même, quand il a retenu le renseignement, eh bien, les Ukrainiens ne se sont pas pliés. Ils ont continué, en revanche, de parler pour obtenir un accord qui leur convenait mieux. Et ce système de défense antiaérien, parce que c'était ça qu'elle souhaitait et qu'elle a mis en avant la vice-ministre ukrainienne, en fait, elle souhaite, dans le cadre de cet accord, faire en sorte que ça finance une partie d'un système antiaérien américain dont pourraient bénéficier les Ukrainiens. Là, c'est le lien qu'essaye de mettre Zelensky entre cet accord et puis le fait que continue à avoir un soutien américain. Vous savez qu'actuellement, Donald Trump n'a absolument pas décidé de phase suivante de livraison d'armes ou de munitions à l'Ukraine. Et par conséquent, la question se pose intégralement de est-ce que les Américains vont continuer à livrer? Pardon, Mariana, avec tout le respect que je te dois, en termes militaires, sans le soutien américain, les Ukrainiens sont faits aux pattes. Pourquoi? Parce que, à cause de l'échec de la contre-attaque de 2023, les Ukrainiens ont réalisé qu'ils n'avaient pas les moyens de chasser les Russes en l'état, même avec l'aide américaine, qui était considérable à l'époque, et que les Russes n'ont pas les moyens de conquérir l'Ukraine en l'état. Donc c'est une totale impasse militaire dans laquelle nous sommes, mais avec un leader au milieu qui s'appelle les États-Unis. Pourquoi? Parce que quand ils coupent l'accès à leur système de renseignement, les Ukrainiens sont myopes. À Koursk, ils ont été obligés de quitter les quelques centaines de kilomètres carrés qu'ils avaient réussi à conquérir, qui était une vraie carte de négociation pour la suite, en quelques heures. Et ils ont eu des pertes considérables, dont on parlera dans des mois, avec, comment dire, un côté furieux des militaires américains qui ont dit on ne peut pas trahir des alliés qu'on soutient depuis 3 ans, mais que Trump leur a imposé. Et donc personne ne sait compenser la perte en termes de renseignement parce que les Européens n'ont pas l'équivalent. Je prends juste un exemple pour terminer, Stéphanie. En 3 ans, les Ukrainiens n'ont jamais été surpris une seule fois par une manœuvre russe. Là, à Koursk,
En 2 heures, ils ont été obligés de dégager. Non, mais c'est là où je veux juste clarifier les choses. En effet, les Ukrainiens dépendent de ces données, hein, ou leur succès de la défense dépend de ces données. Mais en même temps, Donald Trump, il avait coupé le renseignement, mais l'Ukraine et les alliés de l'Ukraine ont su mettre autant de pression de tous les côtés sur l'administration à ce que la transmission soit rétablie. Enfin, par de divers moyens. Le fait est que ça a été rétabli. Donc, en fait, ce n'est pas noir et blanc. L'Ukraine n'est quand même, heureusement, pas à la merci des Donald Trump seuls. Non, mais tout est une affaire de négociation. Enfin, en tout cas, là, ce qu'elle essaye de faire, c'est de dire cela, en tout cas, la vice-ministre, d'inclure le fait que les Ukrainiens devraient pouvoir acheter finalement avec ce fonds, au sein de ce fonds donc sur les minerais, des armes aux États-Unis, enfin en tout cas un système de défense antiaérien. C'est ça dont ils ont besoin, les Ukrainiens. Non, et absolument, sauf que le fonds ne sera opérationnel que dans des années. Or, l'Ukraine a besoin du renseignement avant. L'Union européenne peut fournir effectivement des armes. L'Ukraine est en mesure d'en produire également. Mais en revanche, le renseignement, il n'y a pas d'équivalent. Les Japonais en ont fourni un peu, mais il n'y a que les Américains. Or, s'il n'y a pas de nouveaux programmes d'aide américains, ça va être extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Et c'est ça le moyen de pression le plus important de Donald Trump. Et c'est ça qui est, j'imagine, dans la ligne de mire de Zelensky après cet accord. C'est ce qu'il souhaite obtenir à un moment donné. Tout à l'heure, Sylvie l'a très bien résumé. C'était un caillou dans la chaussure de Zelensky. Tant qu'il ne l'avait pas enlevé, il ne pouvait pas réellement discuter avec Donald Trump, qui d'ailleurs le traitait. Enfin, franchement, l'humiliait. On l'a vu à Washington, voilà. On se souvient de ces images terrifiantes. Et là, d'un seul coup, on voit que Donald Trump le respecte parce que, quelque part, c'est un partenaire en business. Or, on se souvient que Donald Trump l'a répété à l'envi lors de son premier mandat aux États-Unis, que la guerre, c'est un bad business. Lui, ce qu'il veut, c'est rétablir le business. Et donc, il comprend que Zelensky lui cause en direct et lui dit « Ok, on va faire du business ». Par ailleurs, on a un petit sujet qui s'appelle la guerre en Ukraine, dont Donald Trump avait quand même oublié que ce n'est pas les Ukrainiens qui l'ont déclenché, c'est la Russie de Poutine. Et donc la guerre ne peut s'arrêter que le jour où Vladimir Poutine dira « Stop, j'arrête de bombarder et de faire la guerre ». Ça ne s'arrêtera pas autrement. Oui. Et donc maintenant, on est dans un moment crucial où on est face, en fait, à cette incohérence de Poutine qui dit « Ah mais moi, je suis prêt à discuter tout de suite, mais je continue à bombarder ». Proposition d'ailleurs de Vladimir Poutine, Elena, donc d'une trêve le 8 mai, c'est-à-dire le jour de la célébration des 80 ans de la Grande Guerre patriotique. Pourquoi est-ce qu'il parle de cette trêve le 8 mai ? Il a parlé d'une trêve entre le 19 et le 21 avril aussi. Le 8 mai, c'est une autre occasion. En fait, Vladimir Poutine veut mettre en avant sa bonne volonté et évidemment, lorsqu'il va rebombarder l'Ukraine pendant cette trêve, de dire que c'est l'Ukraine qui a bombardé la première. C'est ce qu'il fait toujours lorsqu'il annonce des cessez-le-feu. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, les annonces de trêve par Vladimir Poutine sont vraiment des informations secondaires, voire tertiaires, dans la couverture de ce conflit, parce que ce sont purement des effets d'annonce, il n'y a aucune réelle intention derrière. Après, ce sur quoi on peut miser, c'est effectivement sur un agacement de Donald Trump vis-à-vis d'un Vladimir Poutine. Il a l'air agacé par Poutine. Qui jusqu'à maintenant, dit effectivement qu'il est hors de question d'un cessez-le-feu avant que les objectifs de guerre ne soient atteints. Voilà, donc là, de ce point de vue-là, peut-être que Vladimir Poutine et son équipe peuvent être un peu trop certains, si vous voulez, dans leur assurance que Donald Trump leur est acquis. C'est peut-être là le seul point, mais le fait est qu'ils peuvent aussi rétablir l'équilibre assez rapidement par ce genre d'effet d'annonce, voire par des trêves plus durables, sans rien changer à leurs objectifs stratégiques. Sylvie Berman, parce que justement sur la négociation, ce qui va se passer après, parce que là on parle de cet accord, mais bon, on est quand même très loin pour l'instant d'un accord de paix et même d'un cessez-le-feu. On est toujours sur une partition de l'Ukraine, ça reste le plan des Américains et ça sera la base de négociations de Zelensky, de donner donc les 4 oblasts partiellement occupés par la Russie, plus la Crimée à la Russie, ce qui est inacceptable pour Zelensky pour l'instant. Oui, en tout cas, c'est la proposition qui est faite par les Américains, qui est acceptée par les Russes. Bon, en revanche, ça ne peut pas être la totalité des territoires qui ne sont pas occupés, d'ailleurs, parce qu'il y en a encore une bonne partie qui ne l'est pas. Quant à la Crimée, c'est un sujet hypersensible, effectivement, pour Zelensky. Parce qu'au cours des années précédentes, on en parlait assez peu. La négociation de Minsk portait essentiellement sur le Donbass. Et en fait, quand il est arrivé au pouvoir, Volodymyr Zelensky a créé la plateforme Crimée, effectivement, pour remettre le sujet sur la table.
Puis de l'autre côté, pour les Russes, c'est totalement russe et la négociation est inacceptable. Donc ça va être le véritable point dur. Je crois que sur la cession de territoire, Volodymyr Zelensky a déjà laissé entendre que il pourrait y avoir effectivement une cession de territoire. Bon, ça reste à définir, les conditions juridiques aussi, mais je pense que la Crimée, pour cela, sera véritablement le point dur. Alors certes, aujourd'hui, Donald Trump est agacé par Vladimir Poutine. C'est la raison pour laquelle il propose ce cessez-le-feu. En plus, il a sa parade du 9 mai, donc il n'a pas très envie d'avoir des drones ukrainiens ce jour-là. Mais il a également proposé de discuter directement avec l'Ukraine, et c'est la première fois qu'il le formule lui-même. Il a dit avec le régime ukrainien. Oui, prêt à discuter avec le régime ukrainien. Volodymyr Zelensky qui le désigne comme un président illégitime, périmé selon la rhétorique russe. Selon la rhétorique russe. Donc, mais le régime ukrainien, effectivement, c'est pas exactement « je vais discuter avec Zelensky ». Donc... Oui, il l'avait laissé entendre à un moment. De toute façon, encore une fois, il y a des chefs d'État qui sont élus et on négocie avec eux, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Il faut juste rappeler que Vladimir Poutine tient en otage l'ancien président ukrainien Yanukovych qui a fui après avoir fusillé une manifestation contre lui et qui avait tué une centaine de personnes. Et pour Poutine, le seul président légitime, c'est bien celui-ci depuis 12 ans. Mais ce que je voulais rajouter dans tout cela, c'est qu'en effet, il y a vraiment un côté très important de ce que venait de dire Guillaume. En fait, Trump, si on l'écoute bien, c'est vrai que pour lui, il s'en fout un peu de la guerre. La guerre, c'est juste quelque chose qui l'empêche de faire le business avec tout le monde, en fait. Et c'est pour ça, par ailleurs, Vladimir Poutine, il l'a très, très bien compris. C'est même pour ça que les propositions de deal avec la Russie sur les terres rares sont apparus et ont été formulés par Vladimir Poutine en personne à la télé suite à la proposition ukrainienne. C'est pour ça qu'on invite Witkoff et on lui présente Dmitriev pour montrer que, vous voyez, il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires à faire. Donc, en fait, si vous voulez, là, si on a deux compétiteurs, l'Ukraine et la Russie, pour appâter Donald Trump à faire les affaires, on peut dire quand même que le compétiteur, l'Ukraine, pour l'instant, gagne légèrement. Voilà. En quoi ils gagnent sur les minerais? Parce qu'ils se sont montrés, parce qu'ils ont signé le deal. Voilà, ils sont déjà à moitié un peu partenaires d'affaires. Un mot sur les Nord-Coréens. Elena, je voulais vous poser cette question parce qu'en fait, ça c'est nouveau. Enfin, ça fait un moment qu'on sait qu'il y a des soldats nord-coréens qui travaillent pour les Russes. Mais alors là, c'est officiel. Depuis quelques jours, Vladimir Poutine a mis en avant son partenaire nord-coréen, ses soldats nord-coréens. Ça fait partie de toute cette propagande russe. Il y a même un film que vous nous aviez montré dans votre émission. Mais pourquoi soudainement ? Moi, ça me rappelle un peu l'histoire avec le groupe de mercenaires Wagner, la société militaire privée Wagner, c'est-à-dire que elle était là pendant, alors évidemment, bien moins longtemps que les Nord-Coréens, mais à un moment donné, c'était devenu et tellement un secret de polichinelle, on retrouvait des corps, il y avait des prisonniers de guerre, etc., il fallait forger une espèce de légende autour de ce groupe. Donc oui, ils sont là, et la scénographie et l'esthétique de ce reportage diffusé à la télévision russe par une propagandiste qui s'est immédiatement rendue auprès d'un bataillon de Nord-Coréens juste après les propos de Vladimir Poutine, comme quoi ils étaient réellement là, me faisait penser à cette espèce de légendarisation en fait de ces combattants qui finalement ne parlent pas à la caméra. Ils n'ont absolument rien dit, on leur a absolument rien demandé, mais on les montre en Robocop en train de s'entraîner avec une musique qui crée l'effet de ils sont imbattables, ils sont invincibles, ils sont des hommes de fer, etc. Je pense que l'annonce vient à cet endroit-là. En fait, en réalité, lorsque Vladimir Poutine s'était rendu à Pyongyang pour signer cet accord de coopération militaire avec Kim Jong-un, c'était déjà clair qu'il y aurait ce genre de phénomène. Le timing, il est maintenant, il aurait pu être à un autre moment. Au final, ça participe Vladimir Poutine fait un peu ce qu'il veut, si vous voulez, avec sa propagande, et de toute façon, quel que soit ce qu'il en fait, cela permet de vendre l'amitié aussi avec les partenaires, que ce soit avec les Chinois, avec les Nord-Coréens, le fait que la Russie n'est pas isolée, le fait qu'on est dans un seul et même combat. On est dans une propagande aussi extrêmement soviétique, on l'a vu encore une fois à travers cette esthétique.
de cette unité, de cette amitié entre des peuples opprimés par un Occident maléfique qui est contre un monde multipolaire. Oui, mais le timing, Guillaume Ancel, il est quand même pas... C'est pas un hasard. Surtout que ça montre tout de même que l'armée russe, peut-être, ne se suffit pas non plus, qu'elle a besoin de troupes d'ailleurs. C'est pas forcément une force de montrer ça. C'est vraiment une pure affaire de propagande, comme tu l'as rappelé. C'est très compliqué pour le pouvoir russe au moment où il va y avoir les 80e commémorations de la grande victoire contre les nazis, de dire en fait on n'est pas capable de se battre tout seul. Et en plus, il faut écouter les mots des Russes pour se défendre contre l'invasion des Ukrainiens. Enfin, c'est quand même extraordinaire le décalage avec la réalité. C'est pas les Ukrainiens qui ont envahi l'Ukraine. Mais le plus difficile pour eux, c'était de ne pas montrer que les Russes méprisent totalement les soldats nord-coréens qui sont là. Ils sont envoyés comme une pure chair à canon. On a intercepté des conversations de cadres militaires russes qui disent « Tiens, on va déminer, on va envoyer les soldats nord-coréens en premier. » C'est ignoble ce qu'ils ont fait avec eux. Et du coup, maintenant, ils les traitent en héros. Ben, c'est typique de la propagande russe. Ça sert d'abord à camoufler un théâtre des opérations qui est très vite un théâtre des illusions. Est-ce que c'est finalement une affaire diplomatique pour montrer qu'on est proche de Kim Jong-un ? Oui, parce que tout ça peut se lire dans les deux sens. Soit, effectivement, l'armée russe n'a pas les moyens de se défendre seule, soit elle sait avoir des amis et des alliés, puisque c'est un traité d'alliance qui a été signé avec une forme c'est l'article 4 qui vaut l'article 5 de l'OTAN. Et aujourd'hui, effectivement, où il va y avoir le 9 mai cette grande parade, c'est remercier les Nord-Coréens et également Kim Jong-un. Et en plus de ça, les Nord-Coréens, ils étaient restés dans la région de Koursk, qui était une région russe, qui maintenant a été évacuée. Et donc, c'est plus facile de le reconnaître. Elle a été évacuée, donc elle est vraiment retombée entre les mains des Russes. Mariana Perez-Bisseux, cette zone de Koursk. Alors, je pense que le plus gros, oui. Le plus gros, oui. C'est pour ça qu'il l'a affiché maintenant. En fait. S'il en reste des petites poches, ou une présence plutôt, j'ai envie de dire, s'il en reste une petite présence quelque part dans la région des Koursk ou dans la région de Belgorod, ça soit possible également, ne serait-ce que pour ne pas laisser les Russes et les Nord-Coréens se détendre trop et ne pas envoyer ces troupes-là dans le Donbass, par exemple. Donc ça, c'est important de maintenir ne serait-ce qu'un peu d'activité. Voilà. Et sinon, c'est une annonce qui est quand même qui intrigue beaucoup. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura vraiment une alliance et que la Corée du Nord, à un moment donné, va ouvrir un second front contre on ne sait pas qui? Ou est-ce que c'est purement propagande? Moi, je pense que c'est peut-être également aussi un signal envoyé à Washington, mais qu'on peine à décrypter. Merci beaucoup, Mariana Perez-Bisseux, d'avoir été avec nous. Guillaume Ancel, merci. Elena Voloshin, Sylvie Berman, merci à vous tous d'avoir suivi le débat que vous retrouvez sur les réseaux sociaux ainsi qu'en podcast.